13 décembre 2003, 18h. Sous la terre gelée du centre de l'Irak, dans une cavité souterraine exiguë de 6 pieds sur 8, sans ventilation, le dirigeant déchu écoute attentivement le moindre frémissement venant directement au-dessus de sa tête. Saddam Hussein sait qu'il y a des centaines, voire des milliers, de soldats américains qui le cherchent, et s'il le trouve, il est mort. Pendant des mois, il a échappé à la capture, des divisions entières l'ont traqué, et des millions de dollars ont été dépensés pour le retrouver. Pourtant, piste après piste, et tentative après tentative, tout s'est terminé de la même manière, par un échec. Saddam a toujours semblé avoir une longueur d'avance sur ses ennemis, mais ce soir, c'est différent. Munis de renseignements nouveaux, précis et hautement fiables, les États-Unis pensent que Saddam est enfin à portée de main, a mobilisé ses meilleurs opérateurs pour le retrouver et mettre fin à l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire militaire moderne. Ensemble, ils forment la Task Force Cent 21, une équipe d'opérations spéciales conjointes, d'élite et secrète, qui comprend des membres de la Delta Force, des Navy Seals, de l'équipe Six, des Rangers de l'armée américaine, et du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales également connues sous le nom de Night Stalkers. Pour les soutenir, un escadron entier de cavalerie blindée, un mur d'acier mécanisé lourd pour sécuriser le périmètre. Au fil des minutes, la Task Force 121 se rapproche de ses cibles, 2 simples cabanes, nom de code Wolverine 1 et Wolverine 2. En apparence, ces endroits n'ont rien de spécial. Personne ne s'attendrait à ce que l'un des dictateurs les plus infâmes et brutaux de l'histoire se cache dans un endroit pareil. C'est précisément sur cela que compte l'Amérique et ses alliés. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Et chaque seconde compte. Si Saddam a le moindre écho que les Américains sont en route, il disparaîtra à nouveau. Tels des fantômes dans les réseaux clandestins irakiens, les opérateurs vérifient à leurs optiques nocturnes, transformant l'obscurité en nuances de vert. Ils vérifient leurs armes, désactivent les sécurités et retiennent leur souffle, sachant que les prochaines heures seront décisives. Ils sont sur le point soit d'atteindre leur objectif le plus important, soit de laisser le boucher de Bagdad leur échapper. Une fois de plus, tout se joue maintenant. Pour Saddam, être enterré symbolisait une perte totale du pouvoir qu'il détenait récemment. Suffocant dans une boîte sans aération, il n'était plus l'architecte intouchable d'un appareil d'État coercitif d'1 million d'hommes. Cet empire était né dans la même terre infestée de tiques où il se cachait à présent. Né dans la pauvreté en 1937, sa trajectoire politique s'est forgée par l'élimination calculée plutôt que par la diplomatie. En rejoignant le parti Baas à 20 ans, il a opéré comme homme de main de rue, neutralisant les rivaux et organisant des cellules de milices. En 1968, il a orchestré le coup d'État qui a pris le pouvoir en Irak, centralisant ensuite l'autorité militaire et éliminant les menaces internes pour contrôler totalement le pays. En 1979, il a instauré une dictature totalitaire, un régime fondé sur la peur, la paranoïa et la violence. Cela lui a permis de garder une emprise efficace sur le pays durant des décennies, grâce à un État coercitif reposant sur divers services de renseignement, une police secrète et des agents loyaux. Son titre était peut-être président, mais Saddam a effectivement gouverné l'Irak comme un roi ou un empereur. Ses opposants n'étaient pas juste arrêtés, mais effacés. Leurs proches souffraient aussi, souvent discrètement assassinés et jetés sans ménagement dans des fosses communes anonymes. Pendant ce temps, l'armée irakienne s'est énormément développée, et en 1980, il a lancé une guerre d'usure contre l'Iran voisin. Cette guerre a duré près de 8 ans, et est devenue l'un des conflits conventionnels les plus sanglants de la fin du XXe siècle, causant au moins des centaines de milliers de morts, les estimations variant énormément. En 1990, une autre invasion, cette fois au Koweït, a abouti à la première guerre du Golfe, que l'Irak a perdue face à une coalition dirigée par les États-Unis. Après avoir réprimé des soulèvements, Saddam a réussi à consolider son emprise sur le pouvoir. En 2003, la patience de Washington a atteint ses limites. L'invasion a été autorisée sur la base de renseignements affirmant que l'Irak détenait des armes de destruction massive, alors que la réalité d'après-guerre finirait par discréditer ces rapports. À ce moment-là, la directive était absolue. Le régime devait être arraché jusqu'à la racine. Renverser un dictateur est complexe, même si Saddam Hussein avait survécu à des décennies de tentatives d'assassinat, de coups d'État et de frappes aériennes. Il a utilisé son immense pouvoir pour protéger son avenir, comptant sur des bunkers lourdement fortifiés, des complexes de palais, des planques et des fidèles de confiance pour survivre à des menaces répétées. Cela,
combiné à son cercle restreint de partisans extrêmement loyaux, rendait la perspective de le capturer presque impossible. Mais les États-Unis ne pouvaient reculer. Tant que Saddam vivait libre, les stratèges de la coalition craignaient qu'il rallie des fidèles et nourrisse une insurrection. Il revenait à l'Amérique et à ses alliés de mettre fin à ce cauchemar. Le 19 mars 2003, le président américain George W. Bush donne le feu vert à l'opération Liberté pour l'Irak. Et son homologue irakien, Saddam Hussein, s'apprête à affronter une invasion totale de son pays par la force militaire la plus puissante du monde, une situation inédite pour lui. Pour les États-Unis et leurs alliés, les objectifs sont clairs. Ils doivent renverser le gouvernement de Saddam, éliminer toutes les armes de destruction massive irakiennes, chasser les terroristes et libérer le peuple irakien du régime meurtrier, afin qu'ils puissent enfin évoluer vers quelque chose de plus sûr, de plus lumineux et de meilleur pour eux tous. Cela ne pouvait pas être une campagne lente ou une guerre d'usure progressive. Cela devait être rapide, explosif et percutant. Et les États-Unis ont décidé de donner le ton dès les tout premiers instants avec une campagne tonitruante de choc et effroi, conçue pour paralyser efficacement l'infrastructure de commandement et de contrôle de l'Irak dans les premières heures du conflit. Plus vite l'armée de Saddam serait aveuglée et assourdie, mieux ce serait. Car cela compliquerait l'organisation d'une défense sérieuse ou d'une contre-attaque par l'ennemi. Pour réussir, la coalition devait éviter de s'enliser dans de longs combats dans le sud ou l'ouest de l'Irak. Il devait frapper profondément à l'intérieur du pays, en visant directement le cœur de la sphère de pouvoir du régime, la capitale irakienne, Bagdad. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après avoir appris que Saddam visitait un complexe à Dora, au sud de Bagdad, les forces américaines ont préparé leur première salve. Peu avant 5 heures du matin heure locale, 2 chasseurs furtifs F-117 Nighthawk du 8e escadron expéditionnaire de chasse sont entrés dans l'espace aérien irakien, fonçant droit vers Bagdad. Ils misaient sur leur vitesse et leur furtivité pour éviter les défenses aériennes. Arrivés dans le quartier de Dora, les Nighthawk ont largué leur cargaison. Un ensemble de 4 bombes anti-bunker GDU-27 de 900 kg guidées par satellite, qui se dirigeaient droit vers le complexe irakien. Au même moment, de nombreux navires et sous-marins américains stationnés en mer Rouge et dans le golfe Persique, dont le croiseur de classe Ticonderoga USS Calpens, les destroyers de classe Harley Burke USS Donald Cook et USS Porter, ont lancé près de 40 missiles Tomahawk à longue portée sur des sites clés à travers le pays. Une bombe a raté sa cible, mais les 3 autres ont touché, endommageant le bâtiment principal et détruisant toutes les structures alentours. Malheureusement, Saddam n'était pas présent à ce moment-là, et il existe des rapports contradictoires sur sa présence antérieure. L'opération était lancée et allait devenir encore plus spectaculaire dans les heures suivantes. Plus tard ce jour-là, la campagne de choc et effroi a réellement débuté. Des membres du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales sont montés à bord d'hélicoptères Black Hawk 60L et Little Bird 6M, soutenus par des A-10 Thunderbolt II. En ratissant les frontières sud et ouest de l'Irak, ils ont identifié et engagé des dizaines de postes d'observation. En quelques heures, plus de 70 de ces cibles avaient été neutralisées, et l'armée irakienne a été effectivement aveuglée, ouvrant la voie aux troupes américaines, britanniques et alliées, pour franchir la frontière et entamer leur marche vers Bagdad. Ils avançaient non à pied, mais en longues colonnes blindées de plusieurs kilomètres. Des milliers de véhicules, dont des chars Abrams, des Bradley, des obusiers tractés et des mortiers, ont envahi l'Irak. Au-dessus d'eux, les avions de la coalition ont vite pris le contrôle du ciel, avec des avions de chasse, des bombardiers, des hélicoptères d'attaque et des avions de surveillance menant des opérations 24 heures sur 24 cherchant et détruisant autant de cibles que possible. La guerre d'Irak avait commencé. La campagne de choc et effroi américaine a été très efficace. Au début du conflit, des centaines de bombes, missiles et autres munitions ont touché leurs cibles. Les quartiers généraux militaires se sont effondrés. Les réseaux de communication ont été coupés, les défenses aériennes démantelées et de nombreux points névralgiques des forces irakiennes isolées puis éliminées. Sur le papier, le pays avait encore une armée immense avec des centaines de milliers de soldats. Cependant, en réalité, elle pouvait à peine opposer une résistance lors de ses premiers affrontements, car il y avait tellement de chaos, tellement de perturbations et tellement de choses qui se passaient. Les commandants de Bagdad ne pouvaient concevoir ni exécuter un plan d'action efficace. Parce que la guerre moderne ne se résume pas seulement au nombre de chars que vous possédez ou à la quantité de défense aérienne que vous installez. Elle dépend aussi fortement de la logistique, et les forces de la coalition étaient littéralement en train de pulvériser cette logistique, annulant ainsi une grande partie de la force de l'Irak ce faisant.
Pendant que les moyens aériens ouvraient la voie, les forces américaines avançaient rapidement et efficacement. Ils refusaient de perdre du temps à nettoyer systématiquement chaque ville, petite ou grande, sur leur route. Alors, à la place, ils ont contourné la plupart des grands centres de population, les laissant derrière eux pour que des unités secondaires s'en occupent. Tandis qu'ils fonçaient tout droit vers Bagdad, leur parcours n'a pas été sans difficulté. Ils ont bien sûr rencontré de la résistance en chemin, de la part de formations de l'armée irakienne, des unités de la garde républicaine de Saddam, ainsi que de diverses forces paramilitaires. Certains d'entre eux se sont battus farouchement et sont morts pour la cause à laquelle ils croyaient. D'autres ont simplement brandi le drapeau blanc, reconnaissant qu'ils n'avaient que peu de chance face à la puissance inégalée de la machine militaire américaine. Les troupes américaines affrontaient aussi des conditions souvent difficiles et imprévisibles sur le terrain. Les tempêtes de poussière semaient le chaos, les convois étaient séparés et les véhicules se perdaient. À mesure que les forces avançaient, les lignes d'approvisionnement s'allongeaient, compliquant la logistique et risquant de perturber l'opération. Chaque mile gagnée apportait de nouveaux défis, mais les troupes américaines restaient concentrées sur leur objectif, atteindre Bagdad le plus rapidement possible. C'était tout ce qui comptait, et rien ne les arrêterait. Du côté opposé, le gouvernement irakien utilisait son contrôle des médias d'État pour construire et entretenir un récit optimiste. Il prétendait que les troupes américaines étaient détruites et la victoire proche. Mais ces mensonges se sont dissipés lorsque 2 semaines après le début de l'opération, les forces américaines sont arrivées près de Bagdad. Les forces d'élite de la garde républicaine de Saddam les attendaient, prêtes à leur arrivée. Ils ont mis en place des périmètres défensifs, installé de l'artillerie, déployé des chars et mobilisé des milliers de soldats autour de la ville. Ils avaient l'avantage du terrain, mais ne prévoyaient pas les tactiques ni l'équipement avancé des Américains. Grâce à leur portée, leurs optiques et leur supériorité aérienne, les forces américaines détruisaient les positions irakiennes, avant même qu'elles ne comprennent ce qui les frappait. Le 3 avril, les troupes se sont rapprochées de l'aéroport international Saddam à Bagdad. C'était l'une des positions les mieux défendues d'Irak, et 2 soldats américains ont été tués au début par des tirs de mortier. En fin de journée, après un violent échange de tirs, la première brigade de la 3e division d'infanterie a pris le contrôle de l'aéroport, futur centre opérationnel majeur des États-Unis pour les prochaines années. Le lendemain allait être décisif. Bagdad était une immense ville de plusieurs millions d'habitants, composée de quartiers denses, de rues labyrinthiques, de complexes gouvernementaux et de vastes zones industrielles. Même pour l'armée la plus avancée, ce champ de bataille serait extrêmement complexe à parcourir. Mais les États-Unis restaient focalisés sur l'efficacité et la rapidité. Ils ne voulaient pas avancer rue par rue, ni fouiller chaque bâtiment pour atteindre leur objectif. Ils ont préféré frapper directement au cœur de Bagdad dès le début, lançant alors leur célèbre Thunder Runs sur la capitale. Cette tactique utilisait des colonnes blindées d'Abrams et de Bradley, enfreignant les règles de la guerre en fonçant à toute vitesse vers le centre-ville. Elle paraissait téméraire, mais chaque Thunder Run était en fait soigneusement calculé. Avec le soutien aérien prêt à intervenir en cas de détérioration, l'Irak n'avait aucune réponse face à l'approche américaine. Ils ont riposté avec mitrailleuses et lance-roquettes depuis des bâtiments fortifiés, mais n'ont pu stopper les assauts mécanisés massifs. Se déplacer à grande vitesse s'est avéré bien plus difficile que quiconque aurait pu l'imaginer. Et la bataille de Bagdad, que certains pensaient pouvoir durer des semaines, voire des mois, s'est terminée en seulement 6 jours. Le régime de Hussein a officiellement pris fin le 9 avril, symbolisé par la destruction de la statue de 12 mètres de Saddam Hussein sur la place Firdos à Bagdad. Des marines américains et des civils irakiens en liesse ont participé à l'événement, puis de nombreux Irakiens ont fracassé les restes de la statue à la masse. Les médias du monde entier annonçaient la chute de la capitale irakienne. L'opération américaine semblait avoir été un immense succès. Alors que la poussière retombait et que la fumée se dissipait à Bagdad, il devint évident qu'un des principaux objectifs des États-Unis n'était toujours pas atteint. Son régime était tombé, mais Saddam restait en fuite. D'une manière ou d'une autre, lui et ses fils, Uday et Qusay, avaient disparu. Une nouvelle phase de la guerre, la traque de Saddam Hussein, allait commencer. Certains observateurs s'attendaient à ce que la capture de Saddam Hussein ait presque inévitablement lieu dans les jours qui ont suivi la chute de Bagdad. Après tout, jusqu'où pouvait-il aller ou se cacher après avoir perdu tout pouvoir ? Eh bien, il s'est avéré qu'il pouvait se cacher bien mieux que beaucoup ne l'avaient anticipé. Dans les jours qui ont suivi la bataille, les forces américaines ont traqué des pistes,
utilisant tous les moyens à leur disposition pour obtenir ne serait-ce qu'un fragment d'information sur la localisation du dictateur. Mais rien n'est venu. Aucune apparition confirmée, aucun lieu vérifié. C'était comme si l'ancien dirigeant de l'Irak, l'un des hommes les plus célèbres et reconnaissables de la planète, avait complètement disparu sans laisser de traces. Puis les rumeurs et théories ont circulé. Peut-être qu'il se cachait dans l'un de ses nombreux bunkers souterrains, peut-être qu'il s'était enfui vers les régions désertiques de l'ouest de l'Irak, ou peut-être qu'il avait réussi à quitter complètement le pays et se cacher dans un autre territoire allié comme la Syrie. Afin d'obtenir un semblant de contrôle sur la situation et de commencer à assembler les pièces du puzzle, on rassemblait progressivement des informations. L'armée américaine a créé un outil de suivi plutôt inhabituel, un jeu de cartes à jouer, les cartes des personnes les plus recherchées. Pour être précis, plus de 50 hauts responsables irakiens se sont vus attribuer des numéros et des couleurs dans le jeu, avec Saddam lui-même tout en haut, en tant qu'as de pique. Et tandis que d'autres unités se concentraient sur la traque des chefs de moindre importance, la recherche de l'as de pique fut confiée aux meilleurs des meilleurs. La Task Force 121, ce n'était pas une unité militaire ordinaire, elle combinait les meilleurs éléments de l'armée américaine. Ils ont d'abord mobilisé tout le poids d'un service de renseignement valant des milliards, déployant des systèmes d'interception avancés, avec la précision de la Delta Force et l'expérience de SEAL Team 6. Ils ont élaboré ensemble un plan pour localiser Hussein. Ils savaient que, même si le roi avait été forcé de quitter son trône, il avait encore de nombreux partisans fidèles qui continueraient à l'aider de toutes les manières possibles. Tant qu'il restait en liberté et qu'il bénéficiait d'un tel soutien, il continuerait de représenter une menace. Il y aurait toujours une chance qu'il refasse surface un jour, reprenne le pouvoir et recommence son règne de chaos. Comprenant cela, la Task Force 121 a supposé que Saddam utiliserait très probablement ses réseaux de fidèles pour se déplacer. Supposant qu'il utilisait des téléphones satellites cryptés pour faire jouer ses relations et des escortes paramilitaires pour ses déplacements. Le travail de la Task Force, par conséquent, était d'intercepter ces réseaux, de les prendre au dépourvu et d'essayer de garder une longueur d'avance sur eux. Ils ont tout fait pour atteindre cet objectif. Ils ont trouvé, détenu et interrogé d'anciens dirigeants du régime. Ils ont analysé des tonnes de renseignements. Ils ont déployé des radars, des satellites et d'autres systèmes de surveillance pour détecter la moindre anomalie, tout signe suspect, tout indice laissant penser qu'il se passait quelque chose d'important. Ils interceptèrent des convois et attaquèrent des bases. À chaque information cruciale, ils réagissaient, mais les actions américaines restaient sans effet. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, ils semblaient toujours arriver trop tard. Cela était surtout dû au choix judicieux de Saddam d'abandonner presque toutes les technologies modernes. Ainsi, tandis que les membres de la force opérationnelle surveillaient les ondes et interceptaient les transmissions radio, l'homme qu'ils traquaient comptait en réalité sur des méthodes de communication et de transport plus traditionnelles. Il avait contourné le filet numérique en utilisant des réseaux fermés de messagers humains, s'appuyant sur les anciennes loyautés tribales et des liens locaux pour rester discret. En juillet 2003, les États-Unis ont enfin eu une avancée. Un ami proche de la famille de Saddam a fourni des renseignements fiables sur l'emplacement des deux fils de Saddam, Uday et Qusay. Ils étaient retranchés dans une maison fortifiée à Mossoul, au nord. Peut-être que Saddam était là avec eux, ou peut-être que quelqu'un sur place pourrait au moins les guider jusqu'à lui. La Task Force 121, soutenue par des éléments de la Task Force 20 et de la 101e division aéroportée, est passée à l'attaque. Ils ont encerclé la planque le matin du 22 juillet, ordonnant aux Hussins de sortir et de se rendre. Ils n'ont pas répondu, les Américains n'ont pas attendu. Les opérateurs ont défoncé les portes, pensant à une reddition rapide, mais ont essuyé un tir nourri. 3 soldats des forces spéciales ont été blessés dans l'échange. Les Américains ont alors sorti l'artillerie lourde, déchaînant l'enfer sur la planque avec des mitrailleuses Browning M2, des armes anti-chars AT-4 et des lance-grenades Mark 19. 200 soldats de renfort sont aussi arrivés en soutien, quelques heures plus tard. La maison a été secouée par une salve de 10 missiles BGM-60 et 11 TAV, qui ont laissé une grande partie de la structure en ruine. En fouillant les décombres, les soldats américains ont trouvé les corps d'Uday et Qusay. Saddam a appris la nouvelle et publié un communiqué, qualifiant ses fils et son petit-fils tués lors de l'attaque de Martyr. 2 figures majeures du jeu de cartes des personnes recherchées avaient été éliminées. Mais l'as de pique restait introuvable, et les États-Unis ne semblaient pas plus près de le retrouver. Les semaines sont devenues des mois, les États-Unis suivant une fausse piste après l'autre. Au total, entre juillet et décembre 2003, la force opérationnelle a mené 12 raids infructueux, ainsi que 600 autres opérations visant à retrouver Saddam Hussein, ce qui comprenait environ 300 interrogatoires.
Rien n'a fonctionné. Mais petit à petit, la force opérationnelle a rassemblé de plus en plus de données, et une grande partie de ces informations pointait vers un endroit en particulier, Tikrit. L'endroit où Saddam est né et a passé ses années de formation, l'endroit où il avait les liens les plus étroits, et l'endroit d'où venaient également bon nombre de ses partisans les plus fidèles et des membres de son régime. Cela avait du sens. Tel un animal blessé, Saddam s'était replié dans le seul endroit où il se sentait le plus en sécurité, comptant sur ceux en qui il avait le plus confiance pour le protéger. Mais les États-Unis approchaient. La Task Force 121, pensant que l'ancien président était sans doute dans la région de Tikrit, a intensifié ses recherches dans cette zone. Elle a lancé une surveillance stricte, suivant quiconque pouvait avoir un lien avec l'ancien dictateur. Finalement, ils se sont concentrés sur le cercle rapproché de Saddam, la lignée al-Musli. La percée n'était pas une confession soudaine, mais une série d'interrogatoires. Un détenu nommé Bassim Latif a orienté les enquêteurs vers un autre loyaliste jusqu'à ce qu'ils finissent par cibler Muhammad Ibrahim Omar al-Musli, également connu de la Task Force 121. Connu comme le Gros et la Source, Omar était un parent, garde du corps et confident proche de Saddam. Si les États-Unis le trouvaient, ils mettraient fin à cette recherche interminable. La Task Force 121 a mené un raid éclair sur une planque à Bagdad où Omar se cachait. Les agents américains ont agi si vite qu'il n'a pu ni fuir ni réagir. Il a été aussitôt emmené dans un centre d'interrogatoire sécurisé, où il a été interrogé. Omar aurait résisté sans être tenté par la récompense de plusieurs millions de dollars pour toute information menant à la capture de Saddam. Mais finalement, il a craqué dès le lendemain matin. En fait, il a dit exactement aux Américains ce qu'ils voulaient savoir. Non seulement une idée approximative de l'endroit où Saddam pouvait se trouver, mais l'emplacement exact où il se cachait à ce moment précis. Une ferme poussiéreuse et désolée près d'Al-Daur. Le compte à rebours était lancé. L'information récente semblait fiable. Mais face à un Saddam si paranoïaque, les Américains devaient agir vite. Si le dictateur avait le moindre soupçon ou était averti de la capture d'Omar, il pouvait fuir la région instantanément et disparaître à nouveau dans les déserts irakiens. Sans perdre de temps, une force de frappe massive fut assemblée, avec 600 soldats envoyés dans la zone indiquée par Omar. De retour au soir du 13 décembre 2003, alors que la force d'assaut se rapprochait d'Al-Daur, 2 structures avaient été identifiées comme particulièrement importantes, portant respectivement les noms de code Wolverine 1 et Wolverine 2, une référence au film de 1984 Red Dawn, qui a également été choisi comme nom de l'opération elle-même. On pense que Saddam se cache dans l'un de ces 2 lieux, et les États-Unis ne comptent pas le laisser fuir. Ils ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour une capture en bonne et due forme, avec des unités de réserve et des renforts, prêts à entrer en action au moindre problème. Un périmètre était mis en place pour empêcher toute fuite de Saddam en véhicule, qui se retrouverait bloqué par un mur d'acier américain. D'une manière ou d'une autre, c'est le moment que tout a préparé. Le périmètre sécurisé, les opérateurs d'élite avancent pour finir la mission. Ils progressent vite, utilisant leurs lunettes de vision nocturne pour naviguer aisément dans l'obscurité. Ils s'approchent de Wolverine 1 et forcent l'entrée, le souffle coupé, espérant et s'attendant à voir le dictateur recroquevillé dans un coin. Mais non, l'endroit est vide. Une deuxième équipe entre dans Wolverine 2 et rencontre la même déception. Les 2 endroits ont été vérifiés sans résultat. Saddam est en fuite, mais les États-Unis pensent toujours qu'il est dans la région. Il a eu très peu de temps pour tenter de s'enfuir. Au lieu de se retirer, la force opérationnelle reçoit l'ordre d'élargir la recherche et de vérifier chaque bâtiment voisin. Saddam doit forcément être quelque part ici. Finalement, certains soldats tombent sur une autre cabane rudimentaire qui ressemble à toutes les autres dans la région. Mais lorsqu'un soldat a donné un coup de pied dans un morceau de revêtement de sol, il a découvert une différence notable. Une petite ouverture carrée dans le sol, une cachette souterraine, l'endroit parfait pour qu'un dictateur recherché en fuite puisse se cacher. Mais avant que le soldat ne commence sa fouille, 2 mains sont sorties du trou de souris. C'était celle de Saddam Hussein. Saddam n'a tenté ni de fuir ni de se battre. Conscient que sa cavale s'achevait, il s'est rendu à ses ennemis. En sortant de sa cachette, il était presque méconnaissable comparé au dictateur puissant qu'il avait été. Adieu costumes élégants, tenues militaires et visages soignés. À leur place se tenait un individu sale et débraillé. Ses cheveux longs étaient en bataille, sa barbe grise avait poussé. Physiquement, il n'était plus que l'ombre de lui-même, mais il comprenait encore parfaitement qui il avait été. Ses premiers mots à ses ravisseurs furent simples et clairs. « Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak, et je veux négocier. » La réponse qu'il reçut fut encore plus concise. «
Salutations de la part du président Bush. En inspectant sa cachette, les opérateurs découvrirent qu'il s'agissait d'un bunker incroyablement exigu, à peine profond de 2 mètres, et juste assez large pour qu'une seule personne puisse s'allonger à plat. Il était doté d'une bouche d'aération et d'un ventilateur pour éviter que Saddam ne suffoque. Mais cela n'avait rien à voir avec les luxueuses propriétés auxquelles il était habitué auparavant. Les soldats ont aussi découvert des provisions, une grosse somme d'argent liquide et quelques armes, que Hussein avait clairement choisi de ne pas utiliser. Il a été rapidement transporté en hélicoptère vers un lieu sécurisé. La chasse était enfin terminée. L'as de pique avait été trouvé. Un jour plus tard, le diplomate américain Paul Bremer prononça les mots immortels « Mesdames et messieurs, nous l'avons eu ». L'armée a publié des images et vidéos de la capture et l'examen médical de Saddam. L'ancien dictateur redouté, autrefois presque invincible à son apogée, semblait plus faible que jamais. Il a ensuite été détenu comme prisonnier de guerre de haute importance, tandis que le gouvernement irakien, intérimaire, instaurait un cadre judiciaire spécial pour le juger pour ses crimes contre leur pays. En 2005, la procédure a commencé. Saddam s'est défendu vigoureusement, répondant aux accusations avec la même bravade et confiance que durant son règne. Rien de ce qu'il disait ne pouvait contrer les preuves accablantes. Et le 5 novembre 2006, le verdict inévitable a été rendu. Saddam Hussein a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à mort. Le 30 décembre 2006, la sentence a été exécutée. Un homme ayant terrorisé une nation, une région et le monde entier a enfin été traduit en justice. Son exécution a marqué la fin définitive d'une ère au Moyen-Orient, une ère qui avait été dominée par la peur et la violence. L'homme qui avait régné par la peur, bâti des bunkers et orchestré des massacres, fut finalement capturé par des soldats lors d'une nuit sombre de décembre. Découvrez comment la technologie militaire a changé l'équilibre des pouvoirs dans un autre conflit moderne en cliquant sur la vidéo à l'écran. A bientôt sur le prochain champ de bataille.